Ah, les milliardaires qui possèdent les médias en France. On commence à bien connaître les noms, n'est-ce pas? Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré. Mais figurez-vous qu'un nouveau venu, beaucoup plus discret, est en train de se bâtir une influence absolument considérable. Et tout ça en vue de la présidentielle de 2027. Alors qui est-il? Et surtout, quel est son plan? Cet individu, il opère vraiment loin des projecteurs. Mais il a un plan très très précis. Installer un gouvernement hyper conservateur. Et ce qui est assez fou, c'est que beaucoup de monde a sûrement déjà contribué à sa fortune sans même s'en rendre compte. Son nom, Pierre-Édouard Sterret. C'est un milliardaire qui préfère de loin les coulisses à la grande scène. C'est de là qu'il agit pour construire la France dont il rêve. Une France catholique, libertarienne et ultra-conservatrice. Sa fortune est estimée à 1,4 milliard d'euros. C'est colossal. Pourtant, il ne faut pas s'imaginer le cliché du milliardaire en jet privé. C'est un catholique traditionnaliste, il cultive une certaine austérité, ce qui, petit détail, ne l'empêche pas d'être exilé fiscal en Belgique depuis 2012. Alors, d'où vient tout cet argent? Comment est-il passé d'une série d'échecs assez cuisants à la création d'un produit qu'on trouve aujourd'hui dans absolument tous les grands magasins de France? Son parcours, eh bien, ce n'est pas vraiment un long fleuve tranquille, loin de là. Après une première boîte qui fait faillite, il tente de lancer une vingtaine d'autres entreprises, sans succès, au point qu'il est obligé de retourner vivre chez ses parents. Et puis arrive le tournant, en 2003. Avec 5 000 € prêtés par sa famille, il lance en France le concept des coffrets cadeaux. Et là, le succès est fulgurant. Tellement fulgurant qu'en 2007, il rachète la maison mère belge et rebaptise le tout Smartbox. Et ce n'est pas tout. En parallèle, il a eu du flair en investissant dans un service que beaucoup connaissent, la fourchette. Quand TripAdvisor rachète l'entreprise en 2014, c'est le jackpot. Il empoche 58 millions d'euros. Et cet argent, ça va devenir la mise de départ de son fonds d'investissement, Otium Capital, qui est aujourd'hui le vrai réacteur de sa galaxie. Bon, maintenant qu'on sait d'où vient l'argent, passons à ce qui est peut-être le plus intéressant, ses motivations. Parce que derrière l'entrepreneur, il y a une vision du monde radicale et très particulière. On tombe tout de suite sur un paradoxe assez intéressant. D'un côté, il se présente comme un patriote qui veut sauver la France. De l'autre, il est exilé fiscal depuis plus de 10 ans. Sa justification, il estime que l'État gaspille l'argent des impôts, surtout dans les aides sociales, comme les APL ou le RSA, qu'il trouve excessive. Et cette philosophie, il l'applique même à sa propre famille, de manière assez radicale. Il a décidé de déshériter ses 4 enfants. Pour lui, c'est clair, ils doivent démarrer avec rien et réussir par eux-mêmes, exactement comme il dit l'avoir fait. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait avancer au fond? Le cœur du réacteur, c'est sa foi catholique traditionnaliste. Et avec ça, une ambition assez surprenante. Il veut devenir un saint. Il pense qu'en étant bon sur Terre, il mettra toutes les chances de son côté. C'est vraiment cette quête spirituelle qui semble guider la façon dont il utilise sa fortune. D'ailleurs, pour cerner le personnage, il a une habitude qui en dit long. Il note absolument tout le monde sur 10 dans un tableur Excel. Sa femme, ses collaborateurs et même les politiques. Marine Le Pen, un 7 sur 10. D'après lui, la plupart des responsables politiques sont médiocres. Il s'attribue lui-même un 8 et il ne recrute que des personnes qu'il note 9 ou 10. Ses positions politiques, elles, sont très claires. Il se dit fan d'Elon Musk, il soutient la remigration des immigrés et il considère l'avortement comme un infanticide. D'ailleurs, au lendemain de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, il a publié sur LinkedIn une image du tableau Le massacre des innocents. Le message est assez limpide. Alors, comment est-ce qu'il compte transformer cette vision en réalité? Eh bien, il ne laisse rien au hasard. Il a un plan très méthodique, détaillé, chiffré, qui a même un nom de code, le projet Périclès. Et pour ce plan, il se donne les moyens de ses ambitions. Le budget total alloué au projet est de 150 millions d'euros sur 10 ans. Pour se faire une idée, c'est bien plus que le budget de campagne officiel de la plupart des candidats à la présidentielle. Ça montre bien le sérieux de sa démarche. L'objectif, c'est d'installer ses idées durablement en France. Ce projet Périclès, qui a été révélé par le journal L'Humanité, c'est une véritable feuille de route pour conquérir les esprits. Le plan est simple, en 5 piliers. D'abord, posséder des médias. Ensuite, orienter le débat public avec des think tanks, des boîtes à idées. Troisièmement, former une nouvelle génération de journalistes. Quatrièmement, cibler la jeunesse via les influenceurs. Et enfin, financer tout un écosystème d'associations et d'écoles qui sont alliées à sa cause. Prenons un exemple bien concret de la stratégie « Orienter le débat ». Un des think tanks qu'il finance a récemment publié un chiffre choc qui a fait tous les gros titres. 580 millions de personnes dans le monde seraient éligibles au droit d'asile en France. Sauf que ce chiffre, présenté comme une étude scientifique sérieuse, a été immédiatement démonté.
Patrick Veil, un grand spécialiste de l'immigration au CNRS, a parlé d'une étude délirante, d'une falsification. Et c'est là qu'on voit toute la stratégie à l'œuvre. On injecte une donnée choc dans le débat, peu importe si elle est démentie après. L'idée est plantée, le mal est fait. Maintenant, prenons un peu de recul. L'action de Stérine, aussi méticuleuse soit-elle, s'inscrit en fait dans un contexte bien plus large, celui de l'influence croissante des milliardaires sur la politique en France. Parce qu'il faut le dire, si ces méthodes sont scrutées à la loupe, Pierre-Édouard Stérin n'a rien inventé. Il n'est pas le premier milliardaire à utiliser sa fortune et les médias pour essayer de peser sur la politique. En fait, ce phénomène traverse tout le paysage politique. À droite, on a bien sûr Vincent Bolloré qui a mobilisé son empire médiatique pour Éric Zemmour. Au centre, Bernard Arnault ou Xavier Niel ont soutenu Emmanuel Macron. Et même à gauche, le banquier Mathieu Pigasse assume tout à fait d'utiliser ces médias pour lutter contre l'extrême droite. Et tout ça, au final, ça nous ramène à une question fondamentale qui dépasse de loin le simple cas de Stérin. Quel rôle est-ce que l'argent privé devrait jouer dans la fabrique de l'opinion publique ? C'est une question essentielle parce que derrière, c'est bien l'avenir de notre démocratie qui est en jeu.